professeur Hamadouche. Foufou, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas insisté pour qu'il vienne, ça aurait été plus simple. Et d'ailleurs, voilà, il y a une candidate qui doit soutenir sa thèse et où le professeur Hamadouche est dans le jury. Elle est stressée à cause de toi là-bas, regarde. Tu vois. Mais ça enrichit le débat. Bon, on va continuer la discussion. Je donne la parole au docteur Semcheddine de l'université de Sétif. Merci, Monsieur le Président. Donc, sinon, je tiens à féliciter donc la candidate donc Foufou pour la présentation, donc qui était assez claire, ainsi que le parcours donc scientifique et recherche est très intéressant aussi, ce qui reflète, c'est-à-dire le volume du dossier que je devais payer une place pour le transporter. Mais sinon, alors, je vais m'intéresser au côté informatique. Donc, tu as contribué au département informatique. Donc, tu as fait des enseignements, des soutenances. Alors, comment tu estimes cette contribution? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as assuré comme module et comment, c'est-à-dire, quel était l'objectif d'assurer ces modules au niveau du département informatique? Alors, j'ai enseigné en informatique, c'était au début d'abord juste pour répondre aux besoins, à l'appel du chef département d'informatique qui était à l'époque M. Tari. Puis par la suite, ça m'a permis déjà de comparer comment peut-on assurer le même module à deux spécialités différentes. Donc j'ai pu donc relever certains points de distinction. Par exemple, enseigner le module de PL à quelqu'un qui a fait recherche opérationnelle et enseigner le module de PL à quelqu'un qui fait informatique, c'est pas du tout la même chose. D'abord pour le fondement théorique, eux ils font pas beaucoup d'attention à tout ce qui est algèbre linéaire, à tout ce qui est... Par contre, un informaticien, pour lui, il a un problème. Ce qui est plus important pour lui, c'est de retrouver la solution. Même, par exemple, je peux citer même le cas, par exemple, du simplex, la méthode du simplex. Comment on l'a introduite aux gens qui font informatique et comment elle a été introduite aux gens qui font recherche opérationnelle, c'était pas la même. D'ailleurs, moi-même, j'ai dû découvrir quelque chose de nouveau que je n'ai jamais fait quand, même à l'époque où j'étais étudiante, comment on m'a appris le simplex. C'est au niveau d'informatique, j'ai appris le fameux Z pour résoudre un problème de programmation linéaire. C'est-à-dire, c'est là où j'ai appris d'une manière plus simple, sans passer par la matrice AB qui doit être inversible, etc. Comment peut-on choisir la base qui est réellement fondée sur l'algèbre linéaire? Donc, réellement, cette diversité nous permet à l'avenir, parce que quand on enseigne pour la première fois un module et quand on enseigne pour la deuxième fois, c'est différent. Donc, quand j'ai enseigné le module PL pour le RO et pour PL, pour moi, je croyais que c'était pareil. Je me rappelle, en faisant le premier TD, je commençais à leur parler de matrice AB, puis AN, puis comment choisir le changement, etc. Et là, ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont un certain objectif bien précis, auquel peut-être tout ce fondement mathématique n'était pas nécessaire. Donc avec le temps, j'ai appris que enseigner un module, même s'il s'agit du même module, pour une certaine spécialité et l'enseigner pour une autre, il faudra donc jouer même comment l'orienter, de sorte d'abord à transmettre le message et puis à ce qu'il soit bénéfique pour eux. Très bien. Alors, maintenant que tu es responsable du master, donc MMTD, bon, une question peut-être à part, donc avec les nouveaux Canva, est-ce que tu comptes assurer toujours cette tâche? Oui, d'ailleurs, on a fait avec, on a fait les nouveaux Canva.
Bon, les modules, c'était pas un problème de modules, il a fallu juste peut-être introduire des... par contre, il y a eu, je me rappelle pas quel module sur lequel on a parlé, c'était un module dans théologie qu'il a fallu introduire, qu'on n'avait pas dans la spécialité. Pour cela, il a fallu, donc j'en parle à mes superviseurs, M. Rajef et M. Hassani, parce que franchement, j'avais aucune idée sur quoi mettre dans le module. Sinon, la spécialité, on compte la garder pour le moment. Ça c'est un avis personnel, sauf qu'il faut le discuter avec toute l'équipe de formation. Je suis responsable, oui, mais je suis membre aussi de cette équipe. Donc c'est une chose qu'il faut discuter. Mais pour moi, c'est une bonne spécialité parce qu'elle touche à tout, surtout qu'elle touche à l'aspect modélisation. Et si les étudiants arrivent justement à modéliser, je pense après que les approches ou bien les outils de raisonnement, c'est facile de les retrouver. Parfait. Donc sinon, pour les mémoires encadrées, je trouve que tu as touché à peu près l'aspect pratique. Donc il y avait pas mal de mémoires encadrées en collaboration ou bien au niveau des entreprises. Ma question, est-ce qu'il y avait des résultats pratiques intéressants là-dessus? Oui, il y a eu des résultats, sauf que ça n'a pas été exploité par les responsables des entreprises. Ça relève peut-être d'un défaut de je sais pas, mauvais lien mauvaise relation entre entreprises et universités, peut-être. Je sais pas, je pense que les entreprises actuellement ne donnent pas trop confiance aux résultats établis par les étudiants. D'ailleurs, même c'est ce qui ressort même à la première étape lorsque l'étudiant cherche un stage. C'est difficile vraiment de retrouver l'avis favorable auprès d'une entreprise pour qu'on fasse une étude réelle sur un système réel. Mais sinon, les résultats existent, oui. Sinon, donc, est-ce que tu peux me donner un exemple de ces résultats, ainsi donc une question de réflexion que je viens d'avoir. C'est-à-dire comment tu comptes renforcer cette relation par la suite? Alors, pour les résultats, je peux citer par exemple le travail qui a été fait sur BMT, surtout celui qui a été fait sur la zone extra-portuaire, sur la zone, le vide des conteneurs de l'entreprise BMT. Alors, ces résultats ont permis déjà, quand on a évalué les performances de la zone extra-portuaire qui traite le vide, nous ont permis de voir que il est important, il est intéressant d'ouvrir une autre zone extra-portuaire. Et ça a été pris au sérieux par l'entreprise, parce que par la suite, ils ont décidé d'ouvrir une autre zone extra-portuaire. Je pense à Eril. Au début, c'était à Bouira, je me rappelle plus de la région. Puis par la suite, ils ont dû la rapprocher et ils ont un projet de l'ouvrir au niveau des Eril au Varwaq. Mais avec les problèmes posés par l'aéroport, je pense que même celle-ci, ils vont l'enlever. C'est-à-dire celle d'Eril Varwaq, la ZEPS qui est à Abu Dhabi, ils vont la ramener à Eril Varwaq ils envisagent de créer une autre zone pour le plein, de sorte à dégager un peu la concentration, la congestion au niveau du parc conteneur de Béjaïa. Alors, comment renforcer? Je pense qu'on a déjà fait beaucoup de journées d'études sur l'entreprise, etc. Mais je pense pas que ça revient uniquement de l'université de voir comment renforcer ce lien, mais je pense que ça relève de tout je sais pas, d'une instance beaucoup plus supérieure. Oui, vous allez devenir professeur habilité, donc il faut penser dès maintenant à renforcer cette relation. C'est-à-dire à quoi sert de rester toujours sur la théorie sans la mettre en place pour résoudre des problèmes pratiques. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que là, on continue toujours à encadrer en orientant les sujets vers l'entreprise, en espérant que l'entreprise fera confiance aux chercheurs qui bossent, qui vraiment donnent de leur temps pour retrouver ces résultats-là.
Mais franchement, comment les renforcer à nouveau, là, c'est une question toujours qui reste posée. Donc, reste un problème un peu complet. Oui. Alors, une autre question. Donc, je ne sais pas ce que je suis dans la bonne voie ici, parce que vous parlez d'un système récompense-coût, mais je veux un cas pratique. Je veux un cas pratique de ce type de système. Pardon? Le système récompense-coût. Oui. Donc, je veux un cas pratique de ce système-là. Et il m'intéresse beaucoup plus pour voir sa relation avec, disons, les réseaux informatiques, etc. Alors, pour les réseaux informatiques, franchement, nous-mêmes, on est toujours à la recherche d'un exemple en réseau informatique. On a consulté pas mal d'informaticiens. Peut-être c'est nous qui n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe réellement dans les réseaux informatiques, ou peut-être c'est eux qui n'arrivent pas à nous bien expliquer ce qui se passe dans les réseaux. Parce que, d'ailleurs, on a même engagé notre étudiant Ziani. Il a même effectué un stage à l'étranger avec un spécialiste dans les réseaux informatiques. Mais on n'arrive pas à voir. Moi, au début, j'avais pensé, je ne sais pas ce que vous pourriez m'orienter d'ailleurs, j'avais pensé à la manière dont on fragmente les. Initialement, d'ailleurs, pour le système M2, M1, hein, comment on fait la défragmentation des données dans un système, dans les paquets, dans les systèmes informatiques. C'est une question d'ailleurs que j'ai discutée même avec M. Yazid de notre laboratoire, mais on n'a pas je sais pas, on n'a pas encore une vision très claire sur comment prendre en main un exemple pratique sur les réseaux informatiques. Bon, je ne sais pas parce que... C'est ce qui nous manque, justement. La première des choses qui vient à l'esprit, c'est de faire la relation de ce système avec le système de sécurité, donc beaucoup plus les mécanismes de réputation. Parce qu'il oui, y a cet aspect, c'est qu'il a été déjà pris en considération par d'autres chercheurs de notre laboratoire, et avec le même outil qui est théorie des jeux. Avec ce système. Nous, on voulait trouver un exemple dans les réseaux informatiques qui traite cet aspect d'accès au système, avec la théorie des jeux. C'est ce qui fait défaut à notre travail. D'ailleurs, c'est ce qu'a souligné même l'un des reviewers du travail. Alors, sinon, donc... une dernière, donc, disons une petite réflexion, c'est-à-dire sur la citation, peut-être il faut rajouter, donc, travailler, s'amuser et se taire si nécessaire. Hein, parce que des fois, se taire si nécessaire. Oui, fois, exact. Oui, oui. Vous avez tout à fait raison, oui. Alors, sinon, je te félicite, Foufou, pour une autre fois, une deuxième fois. Donc, je te souhaite une bonne continuation. Merci. Sincèrement, donc, tu mérites le titre professeur habilité. Et sur ce, je termine et je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci, Fouzi. Nous continuons la discussion. Je donne la parole au docteur Boualem de l'Université de Béjaïa. Monsieur le Président, donc je tiens à remercier la candidate pour son exposé. Quoique ma position donc me permet pas de voir bien les transparents. Mais bon, j'ai écouté le son. Bon, je préfère celui-là que celui-là. Donc, voilà. Donc, je tiens aussi à féliciter également la candidate pour le travail accompli jusqu'ici. Je trouve que le dossier présenté globalement bien rédigé et bien structuré. Donc, il retrace l'ensemble des activités pédagogiques, administratives et de recherche, bien sûr. Bon, je considère enfin qu'il s'agit d'un CV très riche. Bon, comme je suis examinateur, donc quelque part j'ai le droit de parler un peu sur, quelques erreurs. Donc il y a lieu de noter que il y a des erreurs de frappe dans le manuscrit. Bon, je ne sais pas si vous avez, vous pouvez. Bon, j'invite la candidate. On va tenir compte, voilà. Il y a aussi la pagination. La pagination, par exemple, la deuxième partie, activité de recherche. Donc, ça commence par la page 47, 48, 49, 31, ainsi de suite. Le document, celui-là. Aussi, bon, je ne sais pas est-ce qu'on a le même document, mais par exemple, celui-là, la pagination, elle est complètement dans le sens carroissant, puis dans le sens décarroissant.
En commençant à partir de quelle page? Enfin, troisième partie, activité de recherche. 43. Donc, 48, puis 49, en bas de 31. 46. Enfin. Non, peut-être c'est un défaut du centre d'impression, parce que là, je retrouve toutes les pages. Hein, et dans l'ordre croissant. Ils ont perdu ça. Peut-être. Essayez de regarder ça. Bon, pour l'expertise scientifique, donc j'ai remarqué dans votre dossier que vous avez expertisé donc des articles pour 3 journaux scientifiques. Donc, concernant le IJOR, je trouve que les articles que vous avez expertisés répondent bien à votre profil. Par contre, les autres articles que vous avez expertisés pour les journaux donc africains, à mon avis, enfin à mon sens, ne répond pas à votre profil parce qu'il s'agit des études physico-chimiques. Non, en fait, il y a toujours quelque chose qu'on peut grignoter dans les articles. D'ailleurs, quand on nous demande de reviewer, il nous donne un temps de réflexion pour voir l'article. Si on trouve qu'il y a au moins une petite partie que l'on peut expertiser, sur lesquelles on peut donner un avis, donc on répond. Sinon, nous-mêmes déjà, on donne cette réponse à l'éditeur. On dit que si je peux reviewer tout l'article, je dirais que je suis de spécialité, j'accepte. Sinon, si je vois que l'article, il y a il y a une petite partie qui me concerne, je le dirai aussi à l'éditeur. Et c'est à lui d'accepter si je vais continuer. C'est à lui de voir si je vais continuer l'expertise ou pas. Alors, pour ces articles-là, j'ai toujours quand même trouvé une petite partie à expertiser. Non, parce que je vois déjà le titre de l'article commence par physico-chimique, puis il y a une situation, un article qui parle sur la situation au Niger. Bon, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que Madame Aoudia fait dans ce genre de... Non, je ne travaille pas exactement dans ce domaine, mais je vous dis que les domaines sont pluridisciplinaires. En fait, il y a toujours des relations, il y a toujours des interactions entre les domaines. Même en physique, on peut le trouver quelque chose de, n'est-ce pas, des statistiques. D'ailleurs, en mécanique, on parle de statistiques, on parle de fil d'attente. Donc, on peut toujours trouver quelque chose à grignoter dans le travail. Et il suffit d'être franc avec l'éditeur pour ne pas pénaliser le candidat. Il suffit de lui dire que je suis peut-être à 25% dans le domaine, la partie que je peux expertiser sérieusement, c'est uniquement celle-ci. Maintenant, si vous êtes d'accord que je continue mon expertise, alors je la continue. Sinon, vous pouvez chercher un autre viewer qui répond plus à la thématique. Très bien. Bon, la partie projet de recherche. Donc, je vois que vous avez participé donc, à 2 types de projets de recherche, donc les projets CNEPRE et un projet, je pense, PNR. Pouvez-vous me dire la différence entre les deux? Dans la thématique de recherche, oui. Le PNR, on avait orienté beaucoup plus entreprises. Enfin, dans des CNEPRE et un projet PNR. Alors, les projets CNEPRE dans lesquels j'ai activé, c'était des projets orientés recherche. Qui était en lien direct avec mathématiques de recherche, qui était d'abord initialement celle du magistère et celle de la thèse. Par contre, le PNR était orienté entreprise. D'ailleurs, tous les travaux avec lesquels on a justifié le bilan, etc. du PNR étaient ceux qu'on avait établis sur l'entreprise BMT de Béjaïa. J'ai remarqué aussi dans votre dossier que vous avez préparé votre magistère et doctorat avec le professeur Aïssani, donc sur les systèmes d'attente en appliquant la stabilité forte et les développements en série de Taylor. Mais actuellement, je vois que vous suivez une autre direction complètement. Vous avez changé complètement de direction. Pas changé, mais tout en restant actif dans la première thématique. Comme je l'ai souligné, il y a aussi des travaux faits sur le développement en série dans les modèles de stock, et même une thèse de doctorat qu'encadrée avec le professeur Hassani sur la même thématique, sur le développement en série et l'approximation fonctionnelle dans les modèles de stock. Tout en restant actif dans la première thématique, on a vu quand même, on a pu enrichir en développant une autre thématique avec bien sûr l'aide du professeur M. Rajaf. Bon, très bien. Bon, hier, en lisant votre dossier, il y a une question qui m'est venue à l'esprit concernant exactement sur la stabilité forte.
est-ce qu'on peut appliquer la stabilité forte en perturbant deux paramètres en même temps? Oui, mais tout en s'assurant que la perturbation n'est pas... C'est-à-dire que cette perturbation ne va pas engendrer une grande perturbation dans les performances. Oui, on peut. D'ailleurs, moi-même, j'ai pensé à le faire. Par exemple, le MG1N. Oui. C'est-à-dire, on va perturber en même temps le taux de service et le taux de vacances. Oui, oui. On peut le faire. Moi-même, j'ai pensé à le faire et j'ai pensé même à le faire pour la méthode de développement en série et pouvoir comparer. J'ai pensé à le faire pour le modèle de gestion de stock où le premier paramètre perturbé c'était la demande, l'autre c'était en considérant le délai de livraison. Mais est-ce que la méthode elle-même va marcher? C'est ça la question. Je pense oui. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on parle de petite perturbation, mais cette petite perturbation, on peut la contrôler, on peut la mesurer. Donc, si cette mesure est toujours réellement assez petite, peu importe le nombre de... Parce que quand on parle de la grandeur de la perturbation, c'est pas ce n'est pas par rapport au nombre de paramètres perturbés. Non. Non, c'est par rapport à l'effet du paramètre perturbé sur le système. Si l'effet est assez petit, vous comprenez, on peut perturber peut-être un seul paramètre et la perturbation s'avère grande, comme on peut perturber deux paramètres et peut-être que la perturbation... Oui. Je ne sais pas. C'est pas lié au nombre de paramètres. Parce que, bon, j'ai pas vu quelqu'un, c'est-à-dire appliquer la technique. Moi, j'en ai pensé. Ah bon? Oui. Sinon, comment expliquer que les périodes de panne et réparation peuvent être considérées comme des périodes de vacances? Ce n'est pas les périodes de réparation, je reviens à ça. Les périodes de réparation, c'est le service primal. Pas les réparations, vous avez des périodes préventives. Dans votre dossier. C'est les maintenances préventives. Il n'y a pas de réparation dans les maintenances préventives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de panne aussi? Non. Justement, c'est pour pallier aux pannes. C'est pour ne pas attendre l'arrivée d'une panne. Je dois faire du préventif pour pallier aux pannes. Donc la vacance est considérée comme une... Les périodes de maintenance préventive, c'est exactement la période de vacances. C'est la tâche secondaire qu'on associe au serveur. Et en vacances, c'est-à-dire qu'il est en train d'améliorer les performances pour que le système ne tombe pas. Très bien. Pour le maintenir encore en fonctionnement. Très bien. J'ai une autre question. Lorsque vous avez modélisé votre modèle d'attente là, le MG1 avec vacances, en utilisant la chaîne de Markov induite, quels sont les instants que vous avez considérés? Les fins de service. Exactement, parce que quand j'ai regardé dans le dossier, je vois que vous avez parlé des instants de fin de réparation. Oui, parce que je dis que le service, c'est la réparation, c'est la tâche primale associée au serveur. Donc je dis, parce que parfois je parle de service quand je me concentre sur le système d'attente, parfois je parle de réparation quand je me concentre sur le système de fiabilité. Mais normalement, une fois que j'ai modélisé le système de fiabilité, je parlerai en termes avec la terminologie des files d'attente. Vous comprenez? Donc cette réparation, avec la terminologie de file d'attente, correspond au service. Et cette maintenance préventive, avec la terminologie de file d'attente que j'ai exploitée, remplacera donc les vacances. C'est ça. Donc quand je parle fin de service, c'est fin de réparation de la machine qui était en panne. Et donc on a pu... Et les clients, c'est quoi? Donc c'est les machines. C'est les équipements qui tombent en panne. Donc vous avez modélisé ce problème-là en utilisant le modèle MG1N, c'est-à-dire à source finie. Oui. Très bien. Bon, j'ai juste une question à vous poser à propos du travail que vous avez réalisé donc, en collaboration avec professeur Rajef et M. Ziani, que je trouve bien sûr important et intéressant. Mais donc, je vois que vous avez motivé ce travail-là en parlant de l'aspect économique. Mais en regardant l'article, je ne vois pas bien l'aspect économique. L'aspect économique, c'est quand on parle de cette structure récompense-coût. Parce que réellement, je parle par exemple de récompense. Quand je suis à la banque, quelle récompense que je puisse obtenir? C'est le service. Donc ce service-là, il faut que je lui, économiquement parlant, il faut que je lui associe une certaine récompense que j'ai modélisée par R. Il va gagner quelque chose? Pardon?
Oui, c'est-à-dire le gain. Réellement, c'est un gain fictif, mais qu'on peut remplacer par, donc mathématiquement parlant, par ce R-là, cette récompense qu'on a pu intégrer dans le modèle. Non, parce que dans l'article, je vois, vous avez parlé de l'effet de l'information, c'est-à-dire dans la dernière partie de votre article. C'est l'effet de l'information, pas, c'est-à-dire vous n'avez pas parlé de l'économie, vous avez parlé de l'effet de l'information. Donc, oui. Beaucoup plus, je vois que le problème, c'est un problème d'optimisation, c'est-à-dire quand il rentre, quand il sort, un truc comme ça, mais aspect économique... Un problème d'optimisation quand on veut donc chercher le NE dans le cas observable ou bien le PE dans le cas non observable. Sinon, parce qu'en fait, les objectifs des clients et les objectifs du serveur ne sont pas les mêmes. Oui. Donc, un serveur, peut-être en optant toujours pour la politique observable, il arrivera un temps où il ne peut pas gérer le système. Pourquoi? Parce que tous les clients, peut-être, hein, parce que justement, c'est là l'idée qui était derrière dans l'analyse numérique, c'est pour voir quel est le type d'information qui procure au serveur un gain positif. Quoique dans la partie théorique, on n'a pas étudié, on n'a pas considéré le jeu entre le serveur et les deux clients qui arrivent du même groupe. Vous comprenez? Dans la partie théorique, le jeu était entre les deux clients du même groupe. Par contre, dans la partie, on l'avait complété dans la partie pratique en introduisant le serveur. C'est comme si lui aussi a une contribution, a un avis, ou bien a une décision sur le type d'information à donner, à mettre à disposition aux clients qui arrivent. Sans qu'on ne puisse l'étudier théoriquement. Théoriquement, on ne l'a pas considéré. Mais est-ce que cette technique-là s'applique sur les modèles qui ne sont pas markoviens? Pardon? Est-ce que cette technique-là, la théorie des jeux et tout ça, est-ce que peut s'appliquer sur les modèles non markoviens? Oui, ça a été fait d'ailleurs. Parce que je vois deux études, c'est-à-dire vous avez la première, vous avez considéré le M2, M1. La deuxième étude, c'est juste le modèle M1 avec client impatient, comme ça. Oui, notre première tentative, c'était de commencer par le cas markovien. Mais sinon, il y a d'autres chercheurs qui nous ont devancés, qui ont déjà étudié le MG1 par exemple. Le MG1 avec cette analyse comportementale. Et le problème que l'on peut rencontrer nous-mêmes d'ailleurs si on l'applique, c'est que dans le MG1 déjà, sans l'analyse comportementale, dans l'analyse classique déjà, le MG1, son problème c'est que les performances qu'on retrouve, on les retrouve avec les fonctions génératrices, avec les transformés de la classe. Donc, dans les fonctions d'utilité, puisqu'on a besoin du temps moyen de séjour, par exemple des clients, et du nombre moyen de clients qui sont dans le système, que j'ai dit, qu'on va retrouver grâce à l'analyse classique, avec ces transformés de la place et tout, donc ceci va constituer un défaut aussi, un problème, même pour l'approche comportementale. Donc, votre c'est-à-dire, on sera obligé soit de... Donc, je peux comprendre que vous êtes les premiers à s'intéresser aux arrivées par groupe. Avec l'outil théorie des jeux, oui, mais pour l'analyse comportementale, non. Il y a eu déjà des travaux qui ont été faits avec et sur les systèmes d'attente avec rappel, est-ce qu'il y a une étude qui... Oui, à ma connaissance, je pense qu'il y a déjà Gomez, il est connu dans les systèmes avec rappel, avec l'approche classique, qui a beaucoup travaillé avec le défunt Tali Khofle, mais qui a aussi contribué avec cette approche comportementale, je pense avec Economo de l'Université d'Alten. On applique la théorie des jeux? Pas théorie des jeux, non. C'est-à-dire oui, ils parlent de jeux, mais sans autant définir tous les paramètres que l'on connaît dans la théorie des jeux, mais ils appliquent l'approche comportementale. C'est-à-dire qu'ils tiennent compte de toutes les décisions des clients et tous les agents qui interviennent dans le système. Parce que ce que je trouve important, c'est-à-dire si vous arrivez bien sûr à appliquer cette théorie dans les systèmes d'attente avec rappel, c'est que même dans les systèmes d'attente avec rappel, donc il y a deux types de clients. Donc il y a les clients qui proviennent de l'extérieur, c'est les clients primaires, mais il y a aussi les clients qui proviennent de l'orbite. Exact.
donc les clients qui proviennent de l'orbite beaucoup plus, c'est-à-dire ils peuvent pas connaître l'état de serveur à l'avance. Oui. Donc, enfin, à mon avis, ce serait intéressant de voir de ce côté-là. Exact. Ça va être compliqué. Et la file d'attente là, c'est-à-dire l'orbite, bon, c'est une file d'attente qui est invisible. Donc, le client primaire qui arrive, il ne peut pas savoir à l'avance combien de clients qui existent dans Exactement. C'est-à-dire, dans ce cas, il va falloir alterner entre les deux types d'informations. Parce qu'il faut, lorsqu'on dit ça, bien sûr, entre les deux types de clients. Oui. Bon. J'avoue que ça ne va pas être facile, mais c'est un travail à envisager. Ça peut se faire. Très bien. Donc, enfin, je vous remercie encore une fois et je repasse la parole à Monsieur le Président. Merci, Dr Boualem.